mesdames, bonsoir messieurs. Bravo d'être passé à travers les gouttes d'eau. Rien ne vous arrête. Il est vrai que la conférence vaut le détour. Alors, cette conférence, si vous vous souvenez, était programmée l'an dernier. Malheureusement, le conférencier, M. Barjon, est décédé subitement, quelques jours avant la conférence. Bien sûr, nous avons reporté et j'ai eu la chance de connaître Madame Bourguet, qui a bien voulu nous présenter cette conférence sur le Second Empire, que nous devions donc avoir l'an dernier, je crois, à la même époque. Alors, Madame... Attendez, je mets mes lunettes. Madame Monique Bourguet-Bic, c'est pas n'importe qui. Elle est professeure agrégée d'histoire-géographie, professeure des arts, notamment au lycée Bonaparte, où elle crée en 1994 la section nouvelle d'histoire des arts qu'elle a dirigée pendant 11 ans, jusqu'en 2006. Elle est membre titulaire de l'Académie du Var et conférencière dans diverses associations culturelles. Et c'est pour cela qu'elle est avec nous ce soir et je la remercie. À ses côtés, sa moitié, qui est préposée aux diapositives. Elle m'avait dit, vous inquiétez pas, mon mari sera là. Eh bien, merci monsieur d'être là. Alors, le Second Empire, je vous en ai mis quelques lignes sur la brochure. C'est tout un poème. Il y a tellement de choses à dire sur le Second Empire. Et je me suis dit, surtout n'en parle pas, n'en parle pas. Laisse Monique Bourguet le faire, elle sera tellement bien vous dire ce qu'il faut savoir, j'en suis sûre. Vous allez l'écouter religieusement et je vous souhaite une bonne conférence. Madame Chevalier, de ses compliments, je ne sais pas si je les mérite, on verra après. Simplement, je voulais vous remercier aussi d'avoir bravé le temps, parce qu'il était très mauvais. Et puis, je veux dire aussi un mot de mon technicien, je peux dire mon projectionniste, qui a fabriqué le diaporama. C'est pas une chose toute simple et c'est aussi méritant que le texte. Quelquefois, ça pose des problèmes parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur la façon de faire. Mais je voudrais que vous remarquiez, quand nous allons vous présenter un tableau ou une pièce, quelque chose, chaque fois, mon mari met le nom, les dimensions, la provenance, alors que maintenant on ne le fait plus parce que c'est un gros travail, mais on tient à le faire parce qu'un tableau, par exemple, sur l'écran, ça paraît tout petit ou tout grand, alors qu'en réalité, c'est profondément différent. Voilà. Donc, je vais commencer une conférence. C'est une série de conférences sur le Second Empire. J'ai beaucoup travaillé au Second Empire. J'ai fait toute une série sur les travaux d'Haussmann, sur la peinture, et en particulier la peinture reflet de la société. J'ai fait également une conférence sur le sculpteur Carpeaux, qui est vraiment un sculpteur magnifique du Second Empire. Je vais vous montrer quelques éléments de Carpeaux. Et j'ai terminé par l'art sur le Second Empire que je vais vous présenter ce soir. Donc je ne fais pas le tableau complet du Second Empire, mais simplement un aspect de ce Second Empire. Et vous pourrez me poser des questions si je peux vous répondre à la fin. Donc d'abord, il faut présenter le personnage de Louis-Napoléon Bonaparte. Fils de Hortense de Beauharnais et de Louis Bonaparte, le troisième frère de Napoléon Ier, et qui est devenu roi de Hollande durant la courte période de 1806 à 1810. Il est aussi le petit-fils de Joséphine de Beauharnais, première épouse de Napoléon Bonaparte. Après la mort du roi de Rome, en 1831, il peut se présenter comme héritier de la dynastie en raison du peu d'intérêt manifesté par ses deux frères envers cet héritage. Ses débuts sont marqués sous la monarchie de Juillet par deux échecs de coups de force à Strasbourg,
en octobre 1836 et à Boulogne en août 1840. Condamné à l'emprisonnement à vie, il s'échappe du fort de Ham au bout de 5 ans et demi et fuit en Angleterre, d'où il peut revenir légalement après la loi d'octobre 1848 qui abolit la proscription des Bonaparte. Est-ce que vous entendez bien au fond? La révolution de juillet 1848 lui donne l'opportunité de se faire élire président de la Deuxième République le 10 décembre 1848, après une habile campagne, devançant ses adversaires comme Cavaignac. Son ascension future est habilement préparée de 1849 à 1851. Ne pouvant se faire élire légalement une deuxième fois, selon la Constitution, il fomente le coup d'État du 2 décembre 1851, jour anniversaire du sacre de Napoléon et d'Austerlitz, faisant agiter le spectre rouge, mettant en avant le risque d'agitation révolutionnaire lors des futures élections du printemps 1852. La résistance parisienne et provinciale, en particulier à Toulon, est matée et le plébiscite approuve le coup d'État avec une forte majorité. En janvier, le vote d'une nouvelle constitution lui donne les pouvoirs pendant 10 ans. Il parcourt le pays durant tout l'été 1852 et après le discours de Bordeaux en octobre, le Sénat rétablit l'Empire le mois d'après en le proclamant empereur sous le titre de Napoléon III. Un nouveau plébiscite approuve à forte majorité. Enfin, la dynastie s'ancre solidement par son mariage le 29 janvier 1853 avec une jeune fille de grande noblesse espagnole, Eugénie de Montijo, comtesse de Teba, puis la naissance du prince impérial Louis Bonaparte en 1856. On peut le voir sur ce tableau détérioré de Thomas Couture, l'empereur debout, à côté l'impératrice agenouillée dans une attitude de profond recueillement, avec, et c'est ce qui est le plus intéressant, dans la nuée, l'image de l'empereur Napoléon Ier, ce qui authentifie le lien dynastique. La France vit sa deuxième révolution industrielle, que symbolise le palais de l'industrie, construit pour la première exposition universelle de 1855, décidée par décret impérial en réponse à celle de 1851 opérée en Angleterre. Sur son emplacement sera construit Grand et Petit Palais de l'exposition universelle de 1900. C'est au XIXe siècle que s'opère le passage de l'artisanat à l'industrie, avec l'invention et la mise en application de la machine à vapeur dans les usines qui remplace les ateliers. Et, bien sûr, une grande richesse en France découle de cette industrialisation. Donc, dans une première partie, je vais vous montrer vivre à la cour de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. 2 mois après son coup d'État, Louis-Napoléon s'installe au château des Tuileries en un geste symbolique le 2 décembre 1852, jour d'anniversaire du coup d'État. C'est sur la place du Carrousel qu'est annoncé le rétablissement de l'Empire. C'est là aussi, dans le salon des maréchaux, qu'a lieu le mariage civil du souverain avec la jeune Eugénie. L'organisation d'une cour est rapidement mise en place. Les titres de noblesse abolis en 1848 sont rétablis et Napoléon III en attribue de nouveau. Napoléon III voulait une cour brillante et jeune pour permettre à toute la société d'Empire de se rencontrer aux fêtes des Tuileries ou aux réceptions des séries de Compiègne. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que sont les séries. En effet, la vie de la cour se déroule dans des lieux différents. Palais des Tuileries, résidence de la cour dans ce Paris que Napoléon III et Haussmann veulent transformer en capitale impériale rivalisant avec Londres. Palais de Saint-Cloud au printemps, palais de Fontainebleau en été, palais de Compiègne en hiver avec ses séries très hiérarchisées. Alors je commence par
le palais Louvre-Tuileries. Il tient lieu de résidence principale pour les réceptions de la vie courante et pour les lundis de l'impératrice, qui sont ses propres jours de réception. On recevait, ces dames recevaient le lundi, le mardi avec leur jour de réception. Le château des Tuileries, long de 266 mètres, reliait le pavillon de Flore au pavillon de Marsan et constituait un ensemble datant de la Renaissance, réaménagé par Percier et Fontaine sous Napoléon, puis sous Louis-Philippe. De janvier à décembre 1852, l'architecte Firmin Bourgeois entreprend la rénovation des grands appartements. Il est remplacé par Visconti, déjà chargé des travaux du Louvre et de sa réunion aux Tuileries, avec l'aide de l'architecte Lacroix. Mais, après les élections de mai 1869, le corps législatif prend un rôle important et fait arrêter les travaux des Tuileries. Le grand escalier des Tuileries, dessiné par Percier et Fontaine, constituait l'entrée principale du côté de la cour, après le franchissement du vestibule, du pavillon de l'horloge, et conduisait aux parties consacrées au protocole. La taille des personnages qui apparaissent sur cette image donne une idée des proportions du bâtiment. Leurs vêtements et leurs attitudes caractérisent la façon de vivre de l'époque. En 1852, Hector Le Fluel aménage les parties privées réservées aux souverains. Alors je vous les montre. Dans la salle du Conseil des ministres, on peut apercevoir d'un côté les tableaux des parents de Napoléon III, Louis de Hollande et la reine Hortense, et de l'autre, le portrait de l'impératrice par Winterhalter. Dans l'antichambre attenante, on peut deviner le portrait de Napoléon Ier par le peintre David. Le cabinet de travail de l'empereur est austère, dominé par le grand plan de Paris, montrant l'intérêt majeur attribué par l'empereur aux grands travaux et au rôle constant joué par lui dans l'aménagement de la ville. Dans l'aile sud, côté jardin, les nouveaux appartements de l'impératrice décorés par Le Fluel, 3 salons, verts, roses et bleus, dont il ne reste aucune photo ni aucune aquarelle. Et donc je peux vous montrer. L'appartement du prince impérial occupait le pavillon de l'horloge, décoré extérieurement par le sculpteur Carpeaux. Le pavillon de Flore, pardon. Marie, heureusement, est là pour me reprendre. Ce sont des tableaux de l'époque qui permettent de retrouver le cadre exact. Lors de l'exposition universelle de 1867, le souper, donné le 10 juin à l'honneur du roi de Prusse et du tsar, se déroula dans la salle de spectacle des Tuileries, démontée en 1860 et réaménagée en halle. Un plancher mobile permettait de rehausser la salle au niveau de la scène de théâtre, unifiant ainsi tout l'ensemble. Au théâtre de Toulon, un plancher amovible mis au moment des balles permettait la même utilisation. Et je vais vous montrer le théâtre tout à l'heure. Les 2 tableaux suivants, peints par Jean-Baptiste Carpeaux, qui était sculpteur et peintre, liés au Second Empire, représentent des scènes de bal. Bal costumé aux Tuileries en juin 1867, en l'honneur du tsar Alexandre II et du roi Guillaume Ier de Prusse. Dans la salle du théâtre des Tuileries, l'empereur et l'impératrice recevaient 600 à 700 invités au cours de ces bals travestis que l'impératrice aimait, possédant un sens inné des relations publiques. Une unité de production électrique permettait d'alimenter l'éclairage d'une illumination théâtrale. Sur cet autre tableau, on reconnaît le tsar, Alexandre II et la tsarine. Ces fêtes permettaient de soutenir à Paris une multitude de petits métiers, décorateurs, couturiers comme Worth, bijoutiers, etc., dont la réputation était diffusée par de nombreux invités. Les Tuileries devinrent le théâtre des fêtes, des insurgés sur la Commune, violente période insurrectionnelle parisienne de mars à mai 1871, opposée à la politique pacifiste du gouvernement proclamée à la suite de la défaite de 1870.
et réfugiés à Versailles. Il s'agissait pour les communards de détruire les symboles du pouvoir impérial et selon la déclaration du chef fédéré Bergeret, je cite, « Quand je quitterai les Tuileries seront en cendres ». En effet, les bâtiments furent la proie des flammes pendant 3 jours en mai 1871. Seuls les pavillons de Flore et de Marsan restèrent debout, ainsi que l'Arc de Triomphe du Carrousel. Les Tuileries, et vous le voyez sur cette photo et sur la suivante, formaient, avec les bâtiments du Louvre, une sorte de quadrangle accessible à tous, une sorte de place impériale. Elles n'ont jamais été reconstruites malgré les projets proposés par Haussmann et Viollet-le-Duc. En 1882, la Troisième République trancha les longs débats au sujet de la construction, de la reconstruction, en décrétant la démolition du lieu symbolique qui avait vu naître le fils de l'empereur. Les vestiges furent vendus ou réutilisés. Les éléments de la grille de la cour du Carrousel se retrouvent dans le château Esterházy de Fortón en Hongrie. Des colonnes et pans de murs ont servi de réemploi, érigés sur une île à Berlin et au collège Stanislas à Paris. De nombreuses pierres ont été dispersées dans divers jardins parisiens, dans la cour de l'école des Beaux-Arts, et certaines statues qui ornaient le fronton sont intégrées dans l'espace situé sous l'Arc de Triomphe du Carrousel. L'architecte Visconti avait été chargé de restaurer le Louvre, témoin des anciennes et successives résidences royales et symboles du pouvoir. À ce sujet, quelques données historiques sont à préciser. C'était un ancien ouvrage fortifié, difficilement habitable. Vous le voyez quand vous allez au Louvre, on voit les fortifications, qui fut un peu amélioré par Saint-Louis et Philippe le Bel et connut un déclin après la mort de Charles V en 1340, abandonné par les rois suivants. Cette résidence royale ne retrouve ses heures de gloire qu'à partir de François Ier, qui s'y installe en 1530, inaugurant une série de travaux continués par ses successeurs Henri II et François II. On doit à Charles IX et Catherine de Médicis d'avoir installé au Louvre le siège de la monarchie française, malgré la reprise de la vie itinérante de château en château. Catherine de Médicis fit entreprendre par Philibert de Lorme la construction du château des Tuileries avec l'idée de le réunir au Louvre par une galerie, ce qui sera fait sous Henri IV. Le Louvre maintient cette fonction jusqu'au départ de Louis XIV à Versailles. Sous le Second Empire, Napoléon III inaugure, le 14 août 1857, veille de la Saint-Napoléon, les nouveaux bâtiments du Louvre, restaurés par Visconti, le présentant comme, je cite, la réalisation d'un grand dessein de plus de 300 ans. Fin de citation. Le montant des travaux se sont élevés à la somme considérable de 300 millions. Pour comparer, les salaires d'un fonctionnaire moyen étaient de 3 à 4 000 francs par an. Ah oui, pardon, de 3 à 4 000 francs par an. La décoration intérieure, triomphe de l'éclectisme, commença la même année, s'inspirant des styles Renaissance, Louis XIII, Louis XIV et Louis XV. Les appartements actuellement ouverts à tous au musée du Louvre, correspondent à la partie du Louvre restaurée sous Napoléon III par 350 artistes, sorte d'anthologie du style Second Empire. Les travaux furent terminés en 1861. Ils ont été occupés par le fils naturel de Napoléon Ier, le comte de Walewski, puis occupés par Rouher, dont l'épouse élevait des moutons dans la cave. Peut-être que notre président de la République pourrait faire la même chose. Échappés de justesse à l'incendie des Tuileries au moment de la Commune, ils accueillent le ministère des Finances jusqu'à une époque récente, ce qui explique leur excellent état de conservation. Et vous pouvez aller les voir, ils sont ouverts au public. Donc je vous montre, le petit salon montre un grand raffinement des sièges et des tentures de couleur rouge et or,
raffinement que l'on retrouve dans les rideaux, les passementeries, le mobilier et l'ornementation des encadrements, l'ensemble témoignant d'une grande richesse. Le grand salon de réception du couple impérial est le résultat du travail de Le Furet. La même richesse se retrouve dans le salon-théâtre, dont le thème du décor s'inspire de l'art rural et de la musique, avec ses ordres, ses sculptures en haut-relief, son plafond peint et ses caissons sculptés. La grande salle à manger sont de tonalité sombre, avec ses marbres vert d'eau, son ébène historié en fresque d'or, son mobilier en bois noirci, orné de bronze doré. Les oiseaux exotiques, peints par Eugène Appert, ornent le plafond au-dessus d'une balustrade d'où pendent des draperies en stuc. Dans la petite salle à manger, les boiseries s'inspirent des marqueteries de Boulle et les murs sont décorés d'un trompe-l'œil reproduisant une pergola sous un treillage fleuri. Le vestibule est toujours dans ses tons rouge et or. Maintenant, deuxième résidence, le château de Saint-Cloud. Lieu de résidence au printemps. On se contente de l'entretenir, agrandissant seulement le jardin par l'achat de la propriété de Villeneuve-l'Étang. Là, la vie se bornait à des promenades dans le parc. Toutefois, l'impératrice restaure et embellit ses appartements dans l'aile du fer à cheval qu'elle croyait être ceux de Marie-Antoinette, qui, en réalité, étaient ceux de Louis XVI. Le reste, notamment la chambre du roi, reste identique à ce qu'elle était sous le règne de Louis-Philippe. Au printemps 1855, une grande campagne de travaux est entreprise pour recevoir le couple royal britannique, en réponse à une visite faite à Windsor en début d'année. La reine Victoria, le prince Albert, le premier ministre Lord Palmerston et une suite nombreuse sont logés dans les appartements cédés pour la circonstance. Dans le grand salon de l'impératrice, le style Louis XVI a été réinterprété de façon désinvolte par Eugénie. Rutilant de dorures et de couleurs, on découvre de nombreux sièges dorés de style Louis XVI. Les consoles voisinent avec une table ayant appartenu à Marie-Antoinette, une pendule de forêt, un tapis de la savonnerie fort coûteux, 350 000 francs, un piano de style Boulle et des jardinières débordant de fleurs. Dans la chambre de l'impératrice Eugénie, les murs sont couverts de lambris blancs à motifs rechampis d'or d'époque Louis XVI, assortis au lit à baldaquin en bois sculpté et doré, dont la tête est décorée d'une couronne de fleurs aux chiffres des souverains, et l'ensemble recouvert de mousseline de soie blanche et de damas vert d'eau. Deux commodes en coignure de Benman complètent le mobilier. Cet ensemble est encore visible au château de Compiègne, comme vous le voyez sur la légende. Le cabinet de toilette de l'impératrice Eugénie, dans lequel apparaît la reine Victoria, est d'une tonalité blanc et bleu, avec des rideaux en taffetas, des fauteuils en damas bleu. Une salle de bain attenante à la chambre possède des murs recouverts d'une mousseline doublée de marceline rose. La psyché, complétant toutes ces commodités, est typique de ce style raffiné, que l'on trouve aussi à Compiègne. Deuxième château, le château de Fontainebleau. Les souverains s'y rendaient en début d'été, juin et juillet, comme de simples châtelains. Ils accueillaient leurs invités en amis, s'adonnant aux distractions les plus simples, comme la chasse, le canotage sur l'étang, les promenades dans la forêt ou les soirées amicales. Là aussi, de grands travaux de rénovation auront lieu, notamment dans les appartements du pape rénovés en 1860-61. On remeubla avec des meubles anciens ou nouveaux, de Fourdinois ou Cruchet. Un théâtre fut même aménagé. La pièce la plus remarquable fut le musée chinois, création faite sous les directives de l'impératrice qui s'occupa elle-même de la disposition des objets,
La collection fut répartie dans les salles de rez-de-chaussée du grand pavillon construit par Gabriel au XVIIIe siècle. Les vitres avaient été réalisées par Fourdinois. Les vitrines avaient été réalisées par Fourdinois. Le plafond était tendu de tapisseries chinoises. Les panneaux de laque provenaient des paravents du XVIIIe siècle sortis du garde-meuble. Il abritait un ensemble de 400 pièces saisies lors de la campagne de Chine et la prise du palais d'été de Pékin en 1860. Vases, candélabres animaux, cloisonnés du XVIIIe et XIXe siècle, provenant d'un temple du palais, objets de jade, soieries, armures d'apparat et armes de l'empereur Qianlong. Le tout fut complété quelques mois plus tard par les pièces apportées par les ambassadeurs du roi du Siam le 27 juin 1861. Le peintre Jean-Léon Gérôme a mis 3 ans à exécuter cette scène dans les moindres détails. On ne voit ici qu'une partie de ce grand tableau de 2,60 m de largeur. Elle est décrite par Mérimée, spectateur émerveillé. Je cite: ce qui était plus beau que la cérémonie, c'est le cadeau que ces gens ont apporté. Étoffe d'or et d'argent, d'une légèreté incomparable. Ce sont des nuages d'or, de très belles tasses émaillées à l'or, un habit complet pour l'empereur à boutons de diamant, une ceinture en or et pierreries, tout cela travaillé de manière bizarre et originale. Fin de citation. C'est dans une de ces salles de salon-galerie de ce pavillon que se trouvait le grand tableau représentant Eugénie avec ses dames d'honneur, peint en 1855 par Franz-Xavier Winterhalter et qui se trouve actuellement au château de Compiègne. Il y a des copies qui ont été faites dernièrement, l'an dernier ou l'année d'avant. Il a été vendu beaucoup de mobilier du Second Empire et ce tableau, la reproduction de ce tableau a été vendu fort cher. Troisième tableau, le château de Compiègne. Très fréquenté sous Louis XIV, puis sous Louis XV, le château connut un nouvel essor sous le Second Empire. Le couple s'est installé à l'automne et y donnait des réceptions appelées séries, réunissant pendant plusieurs jours toutes les élites du monde aristocratique, politique, administratif, financier, diplomatique, ainsi que du monde littéraire, scientifique et artistique. En tout, 4 à 6 séries par an. Les travaux de rénovation, salon de réception ou salon de famille, furent faits de 1856 à 1859, date de la construction de la salle des fêtes. Un fumoir fut même aménagé. La photographie de la chambre à coucher de l'empereur montre une grande sobriété contrastant avec le faste des appartements précédents. Le principal ajout fut le théâtre, construit en 1866 d'après les plans de Le Fuel, à l'emplacement d'un couvent des Carmélites. Bâtiment imposant de 1045 places, construit sur le modèle de l'Opéra Royal du château de Versailles, qui, lui, avait été édifié au XVIIIe siècle par Gabriel. Le gros œuvre fut terminé en 1870, mais l'ornementation resta inachevée. Gustave Kropp, près de Rome en 1851, réalisa certaines sculptures, mais le plafond, commandé à Élie Delaunay, réalisateur des décors pour le foyer du Palais Garnier, ne fut jamais mis en place et perdu, pourtant entré dans le mobilier national. Pas perdu pour tout le monde. De Compiègne, on se rendait en excursion au château de Pierrefonds. Ce château féodal, possession des Orléans, puis passé à la famille d'Estrées, allié des Condés qui s'opposaient au roi, avait été démantelé par Louis XIII. Napoléon III chargea Viollet-le-Duc, architecte de la commission des monuments historiques, d'en restaurer une partie seulement dans l'esprit du courant pittoresque et romantique. Progressivement, Viollet-le-Duc allait recréer le château de fond en comble. Viollet-le-Duc était un excellent dessinateur. Il devint alors de véritable résidence impériale. Le décor mural, peint pour le manteau de la cheminée de la chambre de l'impératrice, traduit la vogue du Moyen-Âge
dans ce style appelé troubadour. Le salon de réception, au décor moyenâgeux, mais avec des fantaisies propres à cet architecte, comme cette banquette annonçant le style Art Nouveau. Dans la salle des Creuses, peinte par Charles Giraud, était exposée la riche collection d'armes et armures de l'empereur, aujourd'hui exposée au musée des Invalides. Une photographie datant de 1868 donne une idée de l'importance de cette collection. Il faut dire, pour terminer cette partie, il faut dire un mot des résidences estivales. Le château de Pau, ignoré des souverains depuis Louis XIII, était utilisé comme étape lors des voyages du couple impérial à l'Espagne et fut peu restauré. L'impératrice avait séjourné à Biarritz, petit village de pêcheurs à la baleine, avec sa mère à partir de 1842. Le couple, voulant profiter des bienfaits du climat et de la mer, prit l'habitude de venir chaque année dans la villa Eugénie, construite entre 1854 et 1855, et dont il ne reste que cet ornement d'entrée. Ainsi est apparue la mode des résidences de villégiature. La villa a brûlé en 1803 et sur son emplacement se trouve le luxueux hôtel du Palais. En 1903, excusez-nous, le palais du Pharaon à Marseille, construit pour être le reflet de la résidence de Biarritz, a une habitation qui aurait les pieds dans l'eau, selon les paroles de Napoléon III. Mais ce palais ne fut jamais achevé. Le projet d'Hippolyte Durand s'éternisa faute de crédit. Il ne plaisait pas aux souverains qui, après la mort de l'architecte, le firent remanier par Ancelet et Auguste Lafolie, un nom de prédilection, sans jamais y séjourner. En 1884, on l'offrit à la ville. Ce luxe, à la ville de Marseille, ce luxe et raffinement de ces résidences impériales se retrouve dans les demeures de la famille impériale que je vais vous montrer dans une deuxième partie. Donc, voici deux résidences de la famille impériale. Première résidence, la demeure de la princesse Mathilde, homme du monde et artiste représenté en buste par Carpeaux. Fille de Jérôme Bonaparte et de Catherine de Temberg, cousine germaine de l'empereur, son ancien fiancé, la princesse Mathilde était un personnage influent à la cour et aussi aquarelliste de talent, obtenant une médaille au salon de 1865. Après la rupture de son mariage avec le riche volage et de surcroît violent comte russe Anatole Demidov, elle revint à Paris, s'installant dans un hôtel particulier rue de Courcelles, quartier très en vogue. On la voit assise sur un canapé Louis XV, assorti au fauteuil, un piano à gauche et à droite, un confident permettant la conversation à deux. Des lampes mobiles un peu partout, des plantes, des tentures vertes, des tapis, une cheminée contribuent à donner une atmosphère intime et raffinée. Le jardin d'hiver fait son apparition. On y recevait au milieu d'une végétation luxuriante et on y installait des collections d'objets à la mode. Son salon devint le lieu de rassemblement de l'élite mondaine et intellectuelle selon un rituel précis. Le dimanche, mondanités ordinaires. Le mercredi, les personnalités littéraires. Le vendredi, les peintres. Elle soutenait les artistes grâce à son amant, le comte Émilien de Nouwerkerk, surintendant des beaux-arts, et qui décidait de l'achat des acquisitions sur la liste civile du souverain, donc un personnage courtisé par des artistes désireux d'obtenir des commandes. Bien différent fut son frère le prince Napoléon, entiché de ruines antiques. Donc voici la maison néo-pompéienne du prince Napoléon. Une exception dans ce milieu décoratif. Frère aîné de la princesse Mathilde, cousin germain de l'empereur également, grand amateur d'art antique, il fit construire un hôtel pompéien
pompéien à l'emplacement du pavillon des Beaux-Arts de l'exposition universelle 1855, avenue Montaigne. C'était une maison destinée à la célèbre comédienne et tragédienne Rachel, dont il était épris et qui meurt avant la fin de la construction. Le prince sacrifie à la mode des décors antiquisants en vogue depuis la mise à jour des ruines de Pompéi et Herculanum au milieu du XVIIIe siècle, mode qui va durer tout le XIXe siècle. Cette folie pompéienne fut confiée sous les conseils de Hittorf au jeune architecte Alfred Normand, de retour d'Italie et de Pompéi, qui la construisit entre 1856 et 1858. Elle fut surnommée la maison de Diomède, dont s'était inspiré l'architecte. Pour l'intérieur, Charles Rossigneux a créé un mobilier antique, comme on le voit sur ce tableau de Boulanger, décrivant une répétition théâtrale dans l'atrium de la maison, donnée le jour de l'inauguration le 14 février 1860, en présence des souverains. Dans l'atrium a été dressé un lieu de repos, un ébène sculpté, un siège curu, une fontaine surmontée de la statue de Napoléon Ier en toge, couronnée de lauriers, une des innombrables effigies de lui dans cette maison. La polychromie des peintures murales est inspirée des villas antiques récemment découvertes. En réalité, cette demeure ne fut pas un lieu de résidence, mais servit seulement de cadre à des soirées occasionnelles. Retiré en Suisse, le prince vendit la folie, tel était son nom, en 1866 à un groupe d'acheteurs dont faisait partie Ferdinand de Lesseps. Transformée en musée, elle fut démolie devant l'énormité de l'entretien. Sur son emplacement fut édifié entre 1895 et 1899 un magnifique hôtel de style Louis XV pour le banquier Jules Forgès. Le mobilier de ces résidences impériales, visible dans les différents musées parisiens, le Louvre, Orsay, les arts décoratifs, montre tout le savoir-faire des ébénistes, doreurs, ciseleurs, porcelainiers de l'époque. Tous les styles sont repris. Renaissance, Henri II, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, serre japonisant, fumoir orientaliste, produisant un art composite qualifié d'éclectique. En voici quelques exemples. Toilette serre-bijoux de l'impératrice de style Louis XIV, en bois doré, ornementé de plaques de porcelaine peinte. Bonheur du jour de l'impératrice, œuvre d'Alphonse Giroud, en tilleuse sculptée, bois de rose, orné de bronze ciselé et doré et de plaques de porcelaine peintes par Eugène Labbé. Ce meuble, aux pieds surprenants, témoigne d'une grande inventivité qui constitue un meuble éclectique par excellence, exposé en 1855 à l'occasion de l'exposition universelle. Non moins curieux et magnifique, ce meuble Gallia, réalisé par Claudius Popelin Ducard en bois, décoré de camaïeux et d'émaux peints, porte au centre l'inscription Lux Altera Mundi, en accord avec le personnage qui se trouve au-dessus et qui certainement symbolise la France. Selon moi, je n'ai pas trouvé d'explication dans les livres que j'ai trouvés. Buffet à gradins en bois et papier mâché laqué noir, avec incrustation de nacre, le décor peint et doré. Les buffets, invention du moment, évoquaient l'époque Renaissance ou Henri II. À côté, le fauteuil cannelé gondole possède la même texture en bois laqué incrusté de nacre aux accoudoirs en papier mâché. Cette desserte résume la maîtrise des différents artisans. Les bois employés étaient le chêne et le noyer, l'ébène en bois choisi pour le noir ou le poirier plus facile à noircir. Voici quelques sièges des salons au nom poétique. Modèle de fauteuil, le confident, et aussi conversation, vous l'avez vu tout à l'heure, constitué de l'assemblage de deux fauteuils reliés par un dossier formant un S.
l'indiscret. Assemblage de 3 sièges à dossier bas, au capiton apprécié à l'époque pour son confort et constitué d'un rembourrage de crin maintenu par un tissu de velours de soirée. Sur ce canapé à capiton apparaît l'empereur avec son fils dans une attitude très familiale. On peut constater la mode des miroirs mis au-dessus des consoles pour refléter la lumière. Et la lumière nouvelle, puisque la fée électricité est arrivée à ce moment-là. Celui-ci est signé Ernest Carlier-Belleuse et Constance Sévin. Les souverains et la famille impériale, ainsi que les élites de cette société d'empire, appréciaient la nouveauté, vivant une époque nouvelle, transformée par la richesse procurée par les effets de la révolution industrielle. Dans une troisième partie, je vais vous montrer l'art de vivre des élites sociales, aristocratie et bourgeoisie, constituant la France des notables. Si vous permettez, je vais un petit coup. La noblesse retrouve un prestige que la Deuxième République a essayé de lui ôter. À côté de la noblesse traditionnelle, la noblesse d'empire est particulièrement choyée, ainsi que les autres types de noblesse formés par les organistes, les légitimistes, qui se rallient peu à peu à l'Empire, notamment grâce à la guerre. 2 portraits du peintre montalbanais Ingres illustrent cette catégorie. Madame de Breuil, l'air un peu mélancolique, personnage de grande noblesse, habillée de cette magnifique robe, à laquelle le peintre donne des effets chatoyants et dont le bleu contraste avec le jaune du fauteuil. Une posture très altière, des mains peintes avec la minutie qui caractérise ce peintre. Il avait d'ailleurs fait un dessin préparatoire que je ne montre pas, mais qui essayait de montrer cette posture particulièrement altière. On retrouve la même minutie avec le portrait de Madame d'Aussonville, qui regarde le spectateur d'un air un peu précieux et dont on voit le tableau dans la glace, procédé pictural novateur. Sur la commode, un bouquet de fleurs, presque une nature morte, avec une carte de visite sur laquelle on trouve le nom de la personne. Deuxième élite, la bourgeoisie. On a appelé la bourgeoisie le héros du siècle. En effet, la bourgeoisie est celle qui a inspiré la révolution, qui a profité et qui a fait la révolution industrielle et qui commençait à monter au XVIIIe siècle. Industrialisation et urbanisation ont été les conséquences de la première révolution industrielle, dont les effets se font sentir à partir du milieu du siècle, ce qui explique l'expansion de cette catégorie sociale hétérogène dont on distingue 3 catégories: la haute bourgeoisie, la bonne bourgeoisie et le reste. Les Rothschild font partie de la haute bourgeoisie très riche. Un de ces cas, le château de Verrières, que je vous montre maintenant. Voilà, Rothschild. Ce château, acquis en 1828 par le baron Jacob, dit James de Rothschild, remanié ensuite, fut rasé dans le but d'une reconstruction en 1850 pour redonner de l'éclat à sa position. Il s'agissait d'assurer sa position de chef de famille, rivalisant avec son neveu Mayer de la branche anglaise, qui venait d'acquérir le château de Menmore Tower, construit par le célèbre Joseph Paxton, auteur du novateur Crystal Palace, qui était un édifice de verre et de fer construit pour abriter la première exposition universelle à Hyde Park à Londres, et dont on parlait beaucoup. Donc Jane voulait reconquérir sa position de grand banquier qu'il avait perdue avec le nouveau régime qui favorisait ses rivaux, Achille Fou et les frères Pereire. Ingres a immortalisé sa femme, la baronne, née Betty von Rothschild, fille du frère aîné de James, installée à Vienne, épousée en 1824. Elle tenait 19 de la fille, un salon où se réunissaient les plus grands esprits de son temps. En 2007, Pierre Assouline, écrivain, auteur notamment de biographies sur les galeristes Cambreleur et Branduel, a publié un livre, Le Portrait, dans lequel il fait raconter à la baronne Betty
un siècle et demi de vastes et tourments familiaux. Ce livre, je l'ai amené, si vous voulez le voir, vous pourrez voir, c'est un livre vraiment passionnant qui montre toute la vie des Rothschild à partir des paroles de Betty. Pour réussir, je reviens au comte James, pour réussir dans sa tentative, le comte James confia à Paxton le projet de château. Celui-ci conçut plusieurs projets sans cesse remis en cause par James, voulant toujours mieux. Le dialogue dura plusieurs années pour finalement se porter sur une restauration dans la tradition de la Renaissance italienne et française, mais intégrant confort et modernisme. Le chantier commença en 1856, dirigé par John Luther. Voici une vue d'ensemble de ce château que l'on comparait à une commode renversée et qui passe à la postérité grâce à la renommée du propriétaire et de l'architecte. L'escalier extérieur conduisait à un péristyle de 4 colonnes. Le grand escalier majestueux symbolisait la grandeur de l'ensemble. On a sur cette image un aperçu du personnel. Ici, une nourrice. Mais il y avait aussi majordome, serviteurs et tout le personnel qu'impliquait le service courant et le service de réception de l'époque. Dans le livre d'Assouline, le testament de Betty énumère toutes les sommes ou bijoux et argenteries laissés aux amis et au personnel. Les pièces de réception privées étaient séparées par le hall central salon de dimensions gigantesques et théâtrales. Il était doté de colonnades et d'une tribune soutenue par les Atlantes et cariatides en marbre et en bronze dus au sculpteur Charles Cordier, représentant les 4 parties du monde. Les niches étaient ornées de nombreuses statues. Il était éclairé par une immense verrière, mode courante en Angleterre, mais inconnue en France. Les murs étaient couverts de tableaux de peintres les plus célèbres, notamment Velázquez, Rubens, Van Dyck et Ingres. La décoration fut confiée à Eugène Lamy, célèbre peintre et aquarelliste de la vie mondaine, qui resta au service des Rothschild de 1850 jusqu'à sa mort en 1890. Dans le grand salon, la décoration était très chargée, organisée autour de 2 cheminées au-dessus desquelles courait la même tribune imposante, semblable à celle du Grand Monde. Une vingtaine de chambres étaient constituées de suites, précédées d'une entrée et d'une salle d'eau, grand luxe pour l'époque. Les cuisines étaient installées en sous-sol, à une centaine de mètres du château, reliées aux offices occupant le soubassement par une galerie pourvue d'un petit train. Symbole de l'architecture privée du Second Empire, Ferrières joua un rôle capital dans le développement du style du Second Empire et dans son internationalisation, grâce aux multiples membres de cette famille, unis par les affaires, mais aussi en rivalité. Les 4 frères occupaient les 4 principales villes de l'Europe, c'est-à-dire Paris, Londres, Berlin et Vienne. Et évidemment, avaient édifié des fortunes colossales. Vous le voyez dans ce luxe, ce château absolument gigantesque. D'autres hôtels rivalisent à Paris avec cette demeure emblématique. Je vais vous les présenter maintenant. Donc, grand hôtel particulier parisien. Et le plus célèbre, le plus luxueux, l'hôtel de la Païva. Cette somptueuse demeure, d'aspect extérieur néo-renaissance, appartenait à l'une des grandes courtisanes parisiennes, Esther Lachmann, arrivée à Paris en 1838, devenue marquise de la Païva à Aron, puis épouse du comte von Donesmarck, qui lui fit construire par l'architecte Pierre Moulin cet hôtel particulier au 25 avenue des Champs-Élysées, acquis en 1923 par le Traveller Club. De 1856 à 1866, tous les grands peintres y travaillent: Baudry, Gérôme, Barrière, Dalou, Carrier-Deleuze. Cet hôtel possède un escalier d'une seule volée, en onyx jaune, marbre rare et précieux, venu d'Algérie, près de la ville d'Oran, et qui constitue vraiment une technique, une prouesse technique.
La cheminée monumentale, sculptée par Desplanches, fut ornée de 2 statues en marbre blanc, l'harmonie et la musique. Au-dessus, une ronde d'Angelo et des peintures de Baudry. Les murs sont tendus de satin du rose et décorés de moulures ciselées et dorées. Voici quelques détails de l'ornementation du plafond peint, des pilastres et des encadrements des portes. La salle de bain est vraiment le comble du luxe. Elle forme un ensemble très coloré de matériaux rares comme l'onyx et différents marbres. Les murs sont décorés de céramique vénitienne et de faïence. Le plafond est fait de caissons dorés et ouvragés. La cheminée massive en onyx est surmontée d'un miroir encadré de 2 colonnes d'agate. La baignoire est équipée de 3 robinets, eau chaude, eau froide et champagne selon la légende. Ou plutôt de l'eau parfumée selon certains. J'ai vérifié ça sur Internet. Quelques autres exemples, situés dans le nouveau quartier du parc Monceau, que décrit Zola dans La Curée, je cite, « C'est un étalage, une profusion, un écrasement de richesse. » Au parc Monceau, donc, l'hôtel du chocolatier Émile Meunier, 5 avenue Gandhi, néo-baroque. Le grand escalier avec ses atlantes et ses balustrades. Cet hôtel a été construit entre 1870 et 1872 par Henri Parent et sa façade est ornée de sculptures de Jules Dalou. À côté, l'hôtel Chauchard, fondateur des magasins du Louvre, et celui du financier Czerniewski, édifié au même moment par Bowen van der Boyen. Je ne peux pas vous les montrer, je n'ai pas de reproduction. Enfin, l'hôtel Jacques-Marandré, dont on voit le fumoir, est devenu actuellement un musée. Troisième partie, la transformation de Paris et ses nouveaux immeubles qui prendront le nom d'Haussmann. Ils s'édifient au fur et à mesure des constructions des grandes percées selon 3 réseaux. La grande croisée centrale de 1855 à 1858, la croisée est-ouest, la troisième vers Malesherbes de l'Étoile après 1861. Le quartier de l'Opéra sera terminé en 1869. En 1860, Paris a changé d'échelle, puisque les anciennes limites de Paris, correspondant à l'enceinte des fermiers généraux, qui étaient les barrières fiscales de l'ordre 3, ont été repoussées jusqu'au mur des fortifications de Thiers, datant de 1841-45. La ville englobe ainsi 11 communes nouvelles, passant de 12 à 20 arrondissements. La capitale subit des transformations voulues par le souverain et opérées par le préfet Haussmann. Les grandes avenues étaient construites avec des façades nivelées selon la loi de 1859 prévoyant l'alignement et la hauteur des façades. Leur monotonie disparaissait par les détails des ornementations des fenêtres, des trumeaux, des consoles et des balcons, ornementation en surcharge à partir des années 1860. Les nouveaux réseaux d'amener de l'eau favorisent le progrès de l'hygiène et du confort quotidien avec l'eau courante à tous les étages et l'établissement d'un système d'égout pour l'évacuation des eaux usées. Beaucoup d'hôtels particuliers se construisent sur les Champs-Élysées et sur les 6 avenues rayonnant à partir de la place de l'Étoile, dont l'avenue de l'Impératrice, reliant le bois de Boulogne à Paris, et l'avenue Foch actuelle, la plus imposante, et dans les nouveaux quartiers, comme celui du parc Monceau, inauguré en 1861, qui était auparavant un quartier mal famé. De nouvelles constructions s'établissent en abondance le long de ces percées, comme le montrent ces schémas tirés d'un catalogue établi par César Dany. Hôtel privé, dans ces immeubles, les pièces de réception se localisent sur la façade en enfilade pour pouvoir s'ouvrir au moment des grandes réceptions. Elles sont situées le plus loin possible de la cuisine et de l'office, puisqu'on a du personnel, donc réservées aux domestiques. Les pièces réservées à l'usage privé donnent sur la cour.
Les chambres de bonne se situent sous les combles et sont dotées d'escaliers de service différents de l'escalier noble de l'immeuble. Vous avez ce style d'hôtel le long du boulevard de Strasbourg, avec la différence qu'il n'y a pas d'escalier de service, d'escalier noble le plus souvent, à ma connaissance. Pour les plus aisés, on construit pour avoir un revenu, d'où les constructions d'immeubles de rapport, de classes différentes, dont voici les modèles types. Immeuble à loyer de première classe, avec appareillage de pierre de taille, richement décoré de consoles, pilastres et chapiteaux ouvragés, fenêtres décorées, des balcons qui pouvaient être en ferronnerie également, et une porte d'entrée imposante. Il faut dire que les ferronneries, vous pouvez les voir tout dans Strasbourg, et à Paris aussi, sont très belles. Deuxième immeuble à loyer de deuxième classe, moins décoré et plus strict. Et enfin, troisième catégorie, immeuble à loyer de troisième classe, appareillage de briques et sans aucun décor, seulement des ferronneries. Les boutiques pouvaient s'installer au rez-de-chaussée. Il y avait aussi une différenciation entre les étages. Le romancier Zola, dans Pobouille, les décrit ainsi. Deuxième et troisième étage, locataires aisés. Ensuite, artisans et ouvriers, et mansardes pour les pauvres gens. Les classes populaires pouvaient habiter ces immeubles aux étages de moineaux, mais souvent avec la destruction des quartiers insalubres. Et je vous en montre qu'un, mais il y en avait de nombreux. Eh bien, les habitations se sont déplacées dans les faubourgs plus ou moins lointains vers les banlieues. D'où un peu l'expression, pour employer habiter la banlieue, c'était un peu péjoratif. Le quartier de la Porte Saint-Cloud, au nord de Paris. Pardon, la Porte Saint-Denis, pardon. La Porte Saint-Denis, au nord de Paris, peint par Béraud, constitue un exemple de ces changements. De quartier malfamé au milieu du XIXe siècle, il est devenu un quartier où la vie est devenue normale. Il y a peu d'essais d'amélioration de l'habitation sociale des classes populaires. Je montre ce magnifique dessin de Ligné, qui s'intitule L'œuvre des barbares et qui montre ces classes populaires. Mais mon propos est purement artistique et non social. Et donc, je ne m'engagerai pas sur ce terrain, exigeant d'autres données et trop vastes pour être abordées ici. Je l'ai abordé dans une conférence intitulée donc, les classes sociales et les peintres, la vie sociale d'après la peinture. Je me contenterai de signaler deux projets utopiques réalisés, l'un de la part de Louis-Napoléon lui-même, auteur de l'ouvrage social L'extinction du paupérisme. En 1848, le prince-président fait construire la cité Napoléon, une construction refusée par le conseil municipal et financée par le sous-comptoir du commerce et de l'industrie. Cité où l'on habitait, où on mettait en communauté toute une série d'habitants modestes. C'est les habitations actuelles. D'autre part, le familistère de Guise, en 1865, à l'initiative de l'industriel Gaudin, fabricant de poêles, et selon les idées des utopistes, qui a servi de modèle à des habitations collectives par la suite. Et en particulier, des gendarmeries ont été faites sur ce modèle et des bâtiments administratifs. Alors je termine par quelques exemples emblèmes de la nouveauté. Le fer est encore dissimulé par de lourdes façades en maçonnerie qui respectent la tradition. Et quand on restaure, vous voyez ces arcades de fer derrière les maçonneries. On fait appel aux nouveaux matériaux que la fonte, dans un souci de fonctionnalité dans tous les édifices utilitaires que sont les gares, les grands magasins ou les bibliothèques. Les gares, emblème de la révolution des transports et signe fort dans les nouveaux quartiers. La gare du Nord, construite entre 1861 et 1866, œuvre de Hittorf, que je vous ai souvent cité, est dotée d'une façade néo-grecque cachant la structure réelle. Colonne ionique, 8 statues au centre de l'arcade de conception moderne diffusant le jour par son vitrage, et la statuaire placée au fait du toit,
Elle constitue encore un exemple de cet éclectisme propre à l'Empire. La construction de la gare de Toulon à la même époque se situe dans le nouveau quartier qui sera appelé la Haute-Ville, avec ses immeubles haussmanniens, et l'actuel boulevard de Strasbourg marque la limite avec l'ancienne Basse-Ville. Je ne vous montre pas de photos, je vous laisse aller voyager dans le Les églises se construisent dans les nouveaux quartiers, dans une France non encore déchristianisée. Du style gothique de Viollet-le-Duc à la façade de la cathédrale de Clermont-Ferrand, au byzantinisme de l'église Saint-Augustin à Paris ou de la Major Marseille, l'éclectisme architectural est unifié par une décoration intérieure qui répond aux mêmes règles de mise en scène. L'église Saint-Augustin, œuvre de Victor Baltard, est construite entre 1860 et 1871 dans le quartier du boulevard Malesherbes qui vient d'être aménagé à Paris. Son style byzantin apparaît dans les arcatures des ouvertures et les imposantes coupoles. Non moins imposantes les coupoles de la cathédrale majeure à Marseille, construite par Léon Baudoyer dans ce même style byzantin. Alors je vais terminer par les opéras, lieu de sociabilité par excellence. L'Opéra de Paris résume toutes les transformations de la décoration de cette époque et il est dû à son architecte Charles Garnier qui, pour le concours de 1860-61, l'a emporté sur Viollet-le-Duc, pourtant protégé par l'impératrice. L'édifice ne sera terminé qu'en 1875 à cause de la guerre. Garnier imagine un décor fabuleux de sculptures, de mosaïques et de peintures qu'il va confier à l'équipe des artistes du Nouveau Louvre, dont le sculpteur Carpeau, les peintres Ménepneux, Isidore Pisse et Paul Baudry. Alors je vous passe rapidement parce que ce n'est pas l'objet de la conférence, mais rien que les opéras pouvaient faire l'objet de conférences. L'aspect général montre la profusion des décorations extérieures. Sur la façade principale, on peut voir une décoration faite de colonnes jumelées et d'une profusion de sculptures, dont la célèbre danse de Carpeau. L'original de cette œuvre se trouve actuellement au musée d'Orsay et elle a été remplacée par une copie, œuvre de Paul Belmondo, père de l'acteur Jean-Paul Belmondo. Le foyer, rue Tilandor, sous les nombreux bustes. Quelques détails de la décoration. On peut lire le nom des compositeurs représentés dans les niches, Rossini, Aubert, des doubles colonnes aux chapiteaux composés. Je signalerai seulement le travail du décorateur-sculpteur, Jean-Baptiste Blackman. 53 masques artistiques, comiques et tragiques en fonte de fer doré, composant la frise supérieure de l'attique de l'Opéra de Paris. Son travail se retrouve dans de nombreux chantiers parisiens et provinciaux, notamment à Avignon et à Toulon. Donc je termine par l'Opéra de Toulon, dont je possède un exemplaire, que vous pourrez voir aussi. Cet opéra a fait l'objet d'une publication en 2012, éditée par Privat. Je crois que malheureusement elle est épuisée, mais elle était en vente à la librairie Charlemagne. Je vous y renvoie, ayant participé à la partie sculptée et à la décoration intérieure. Il a été inauguré en octobre 1862, construit donc avant celui de Paris, ce que les gens oublient souvent. La construction, d'abord attribuée à Léon Feucher, architecte départemental du Gard, décédé en 1857, a été confiée ensuite à l'architecte parisien Théodore Charpentier, qui avait participé à la construction de l'Opéra d'Avignon avec Feucher et qui siégera en 1863 à la commission de la construction de l'Opéra de Paris. L'aspect général extérieur est l'œuvre de Blackman pour l'essentiel de la décoration. Son style est raffiné, comme on peut le voir à Toulon, dans le fronton, et les différentes décorations de la façade et des parties latérales. Un travail minutieux, peu éloigné de celui des orfèvres avec lesquels il a travaillé.
vous irez voir le travail des arcades, des chapiteaux de colonnes et des pilastres d'un grand raffinement. Et surtout le matin, parce que le matin, on voit à la lumière les différences de marbre, en particulier à marbre rose qui est très joli sous la lumière. Son travail a été complété par deux artistes toulonnais qui furent plus appréciés des Toulonnais lors de l'inauguration du théâtre. En effet, les Toulonnais un peu chauvins ont énormément applaudi, énormément apprécié les deux sculpteurs dont je vais vous parler, alors que Blackman a fait un travail extraordinaire. Donc, premier sculpteur toulonnais, Joseph Domart, 1801-1887, surnommé le Petit Puget. On a fait appel à ces deux sculpteurs parce qu'en fait, ils avaient passé des traités auparavant, avant que l'on attribue les travaux à Blackman. Donc, on a maintenu les contrats. Joseph Domart, surnommé le Petit Puget, pour les deux statues de la façade, la comédie et la poésie lyrique que vous voyez de part et d'autre de l'entrée. Il est également l'auteur du Génie de la navigation, érigé sur le port de Toulon en 1847 et surnommé Monsieur de Cuverville, pris au sens littéral de beaucoup, Cuverville, alors qu'il s'agissait du nom d'un personnage important de la marine donné par dérision par un journaliste. C'est un petit détail annexe que je vous signale. Deuxième sculpteur, Marius Montagne, 1928, 1828, 1879. Élève de l'école des Beaux-Arts de Paris et du sculpteur Rude. Il est l'auteur, sur la façade côté boulevard de Strasbourg, des statues en hauteur représentant 6 muses avec leur nom inscrit au-dessous. De gauche à droite, peut-être pour la musique. Il manque d'ailleurs sa flûte. On l'a retrouvé par la suite. Terpsichore pour la danse. Melpomène pour la tragédie. Thalie pour la comédie. Calliope pour l'éloquence et la poésie héroïque. Poémie pour la poésie lyrique et la rhétorique. Parmi ses nombreuses productions, citons la statue en nombreuses productions de Marius Montagne, citons la statue en bronze du palais de Suffren à Saint-Tropez, que vous connaissez peut-être. L'aspect général intérieur est l'œuvre en majorité du modeleur parisien Bandeville, cité par un historien de Toulon au XIXe siècle, mais cité à tort sous le nom de Bandeville, à cause d'une mauvaise lecture des chercheurs des années 1960. Et comme on m'avait confié la partie sur la sculpture et la décoration, et connaissant ce nom de Bandeville que j'avais trouvé chez cet historien, je suis partie à la recherche et j'ai retrouvé ce nom de Bandeville en allant dans la Bibliothèque nationale de Paris pour trouver le récit fait par un voyageur décrivant son travail dans les années 1870. J'ai eu beaucoup de chance parce que quelques jours après, on a enlevé ce livre pour le restaurer. Pour le décor intérieur, il a utilisé un procédé de moulage ancien retrouvé, permettant la fabrication d'ornements d'une légèreté incomparable. Ce procédé, appelé carton-pierre ou carton-pâte, résultait d'un mélange de carton, d'eau, de colle, de terre, de craie, d'huile de lin, permettant d'atteindre la dureté de la pierre. Et c'est un procédé que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, sauf à Paris, dans la résidence du Jockey Club. Je ne suis pas allée travailler là-dessus. Édouard Desplechin avait fait les décors, aujourd'hui disparus, comme les nombreux autres à l'Opéra de Paris et dans la plupart des théâtres parisiens et même étrangers. Signalons pour terminer le nom de Victor Chenillon, ou Chénillon, un artiste d'une intense activité dans les différents chantiers de construction de théâtre. C'était toujours les mêmes qui allaient de théâtre en théâtre, qui, vous le savez, brûlaient beaucoup. Toulon n'a pas brûlé. Non seulement il a travaillé à Toulon, mais aussi à Toulouse, à Marseille, à Avignon, à Bayonne, à Chambéry, sous des appellations diverses, peintre décorateur, scénographe, entrepreneur de la machinerie du théâtre à Toulon. Il a même été fondé de pouvoir de Blackman lors du différend de ce décorateur avec la ville de Toulon pour le règlement des arriérés de paiement. Pour la petite histoire, il a été assassiné à l'Orbe dans le Var à coups de cercle et de hachoir pour le vol de 2 montres. Permettez-moi de donner cette dernière image
traduisant toute la beauté de la décoration avec ses angelots, donc de l'opéra de Toulon, et ses luminaires. Et vous voyez donc une partie de cette décoration en carton-pâte et carton-pierre. Si un jour on le restaure, je ne sais pas si on retrouvera les procédés. Enfin, il faut terminer en signalant ce qui a été appelé l'invention du patrimoine que défend Viollet-le-Duc, qui a eu un rôle capital dans la préservation et l'entretien des monuments historiques. Alors, en conclusion, un art de vivre vaste et luxueux, mettant en avant le goût officiel que l'on peut voir dans les résidences impériales ou les grandes demeures, mais aussi responsable de l'invention des habitations modernes et de son décor de vie. Un style qui s'est diffusé en Europe et dans le Nouveau Monde, de New York à Buenos Aires. Délaissé et méprisé pendant quelques décennies, et il faudrait expliquer pourquoi, mais ici ce n'est pas mon propos, le Second Empire suscite à nouveau l'intérêt des historiens et des décorateurs, comme le montre une exposition en 2016 qui s'appelle « Spectaculaire Second Empire ». Voilà, je vous remercie. Très longue, et si je peux répondre à des questions, si vous voulez voir le livre sur l'opéra, sur Atelier, il est là, et si vous voulez me poser quelques questions, si je peux y répondre, parce que c'est pas tellement simple, je me mets à votre disposition.